Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand parce que vous nous avez toujours suivis et fait confiance. Suivis dans le monde sur Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes. Direct, vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Grand parce que nous recevons des grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et à la limite même qui débattent certainement de grandes questions qui font l'actualité. Et vous le savez, peut-être pas que la grande actualité du jour, c'est les 41e existence de la grande famille UDPS. Quand je dis la grande famille UDPS, ça veut dire que, dissident ou pas, bon, nous allons en parler avec notre invité déjà sur le plateau, ça fait débat. 41 ans d'existence de l'UDPS, 15 février 1982, 15 février 2023, 41 ans déjà. Nous parlerons de cela avec notre invité qui est déjà sur ce plateau, mais également ce qui coïncide aussi avec les 2 ans du Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, 15 février 2021, 15 février 2023, 2 ans, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Que retenir? Nous en parlerons avec notre invité. Nous allons chuter, vous le savez, le Parlement européen s'est prononcé sur l'agression de la RDC par le Rwanda. In extenso, le Parlement européen appelle à un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Et pour autant, il appelle aussi la RDC à ne pas soutenir ou à arrêter sa collaboration avec la FDLR. Et il demande au M23 de se retirer des zones sous son occupation, mais le Rwanda d'arrêter le soutien au M23. Et voilà, nous en parlerons avec notre invité sur ce plateau. Bienvenue et surtout de votre confiance renouvelée. Notre invité ce soir, il s'agit d'Edi Mbouya-Oumba. Il est cadre de l'UDPS Kibasa. Merci et bienvenue. Merci, Monsieur Joseph Kamanga. Je suis très honoré encore de me retrouver sur le plateau de PSTV. Le plateau qui nous permet toujours de communiquer avec notre base et avec notre population. C'est moi qui vous remercie et surtout souhaite une très bonne lancée et une bonne continuité à la chaîne parce que c'est cette chaîne qui nous a toujours accompagnés. La cravate rouge, en signe de fête de 41 années de l'existence de l'UDPS. Non, bon, nous le rouge, c'est seulement le symbole du combat. Voilà pourquoi nous l'avons mis. Et nous l'avons mise plutôt, mais ce n'est pas une fête pour nous, surtout en cette année de 2023 où nous sommes agressés dans notre pays. D'ailleurs, moi j'aimerais plutôt dire que le Congo est en guerre pour ne pas parler seulement de la partie de l'Est, parce que parlant de l'Est, c'est comme si nous étions en train de minimiser cette agression. Moi j'aimerais parler de l'agression congolaise, l'agression rwandaise. Nous imposer injustement. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays riche, parce que nous sommes un pays vaste, nous sommes un pays hospitalier. Et alors, nos amis que nous avons accueillis dans notre pays ont peut-être pensé que cette hospitalité était une faiblesse, mais malheureusement, être bon n'est pas du tout une faiblesse. Et alors, ça veut dire 41 ans, ça se célèbre dans une méditation. Nous célébrons ces 41 ans dans une méditation parce que nous savons très bien que cette partie beaucoup plus touchée, qui est la partie de l'Est, il y a nos compatriotes congolais qui sont aussi membres de l'UDPS, qui ne sont pas dans leur maison aujourd'hui. Raison de plus de ne pas fêter. Nous nous mettons là en train d'évaluer. Moi, je crois que cette méditation nous permettra beaucoup plus dans l'optique de l'évaluation de ces combats. Alors, de ce combat, parce que vous étiez avec votre cravate rouge, pour vous, le rouge, c'était le signe du combat. Alors, aujourd'hui, le combat mené par les pères fondateurs, 41 années après, que dire pendant que l'UDPS est au pouvoir, l'incarnation, l'intériorisation de valeurs défendues par les pères fondateurs, où on est à côté? Nous ne sommes pas du tout à côté, mais je crois qu'aujourd'hui déjà nous pouvons dire que le fait de dire que l'UDPS n'est pas seulement symbole de l'union de toutes les langues ou de toutes les tendances ou de toutes les cultures de notre pays, mais il y a aussi un autre volet qui est du progrès social, qui est encore pour nous un cheval de bataille, qui est encore un combat, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas dire que cet idéal est atteint. C'est un combat, mais pour ce qui est de l'union et de la démocratie, nous sommes déjà unis.
Ça, on ne peut pas refuser. Parlant de la démocratie, nous allons déjà vers le 3e cycle électoral. Ce sont des acquis de la démocratie. Mais pour ce qui est du progrès social, il y a encore de la matière, il y a encore du travail à faire. Et voilà, nous continuons. Nous ne pouvons pas dire que voilà, nous avons atteint les objectifs, nous avons matérialisé la vision de nos pères fondateurs, mais c'est un combat qu'ils nous ont légué. Et nous devons continuer, qu'on sache ce que nous allons léguer aussi à ceux qui viendront après nous. Alors, la gestion de l'UDPS aujourd'hui reflète-t-elle, fait-elle la fierté du combat des pères fondateurs? Bien sûr que oui, c'est une fierté parce que nous battons sur la même ligne. Nous continuons à nous battre parce que ce n'est pas avec un coup de baguette que nous allons dire, voilà, directement nous atteignons le progrès social. C'est un combat. Mais sans oublier qu'il y a beaucoup de détracteurs, tout le monde ne nous accompagne pas dans ces combats. Et nous devons nous battre en dépit de toutes ces oppositions, en dépit de toute cette ruse. Bon, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous croyant qu'ils sont dans la même vision que vous, mais ils sont là pour vous poser de problèmes. Mais nous n'allons pas nous plaindre par rapport à cela. Nous avons été suffisamment rodés, nous nous battons. Et notre objectif, c'est que le Congo soit un Congo qui peut vivre la vie en rose, comme l'indique la couleur de notre carte sur le drapeau. Eddy Mbouyaoumba, cadre de l'UDPS Kibasa, vous êtes l'invité de ce magazine. Alors aujourd'hui, quid de l'état de droit, qui fut aussi parmi les valeurs défendues par les pères fondateurs, à un certain moment déclenché par le président actuel, Félix Tshisekedi, mais qui, des critiques de part et d'autre, prouvent que il y a à boire à manger dans ça aujourd'hui. Bon, en fait, c'est tout un combat pour un problème d'état de droit. Nous sommes sans ignorer que il y a eu des problèmes, ce que j'appelle des tartes des 32 ans. Et à cela, on ajoute 18 ans. Il y avait une certaine légèreté, une certaine croyance dans les chefs des politiques qui pensaient être au-dessus de la loi. Mais avec la nouvelle gouvernance, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a impulsé une nouvelle vision. Mais n'oublions pas que ce sont des mêmes personnes qui ont vécu pendant ces 18 ans, ces 32 ans, qui avaient se laissé aller, que nous avons hérité, qui nous ont rejoints dans cette gestion. Mais il y a toujours des brebis galeuses à tout moment. Bon, j'ai même suivi dans des discours, dans les couloirs, et certains disent que voilà, vous arrêtez des grandes personnes, des grandes personnalités qui ont détourné, mais quelques temps après, vous les libérez, mais on n'a pas entendu nulle part qu'on a saisi leurs biens. Mais est-ce que c'est du faux, ce que disent ces langues-là? Non. C'est aussi une opinion à considérer. Ils ont raison, ils ont tout à fait raison. Moi, je crois que ces genres d'opinions, ce sont des opinions qu'il faudra prendre en compte pour voir quelles sont les mesures à mettre en place pour contrecarrer ce genre de pratiques. Parce que quand quelqu'un vole 2 jours après, ou une semaine, ou 8 mois, ou une année après, il est dehors, ça fragilise le pouvoir judiciaire. Et c'est la faiblesse du pouvoir. Ça fragilise le pouvoir judiciaire. Je ne sais pas parce que là, Félix est venu avec la politique de séparation de pouvoir. Donc ça fragilise le pouvoir judiciaire. Donc n'importe qui peut se moquer. Et les magistrats suprêmes. Oui, voilà. En fait. Et les magistrats suprêmes, ça veut dire que ça fragilise même aussi son pouvoir. Tout à fait. Ça fragilise son pouvoir, ça fragilise même sa vision. Parce qu'on dira que voilà, du temps de tel, voilà, il y a eu ceci. Mais j'encourage cela parce qu'il y a toujours partout, on dénonce des détournements, on dénonce des bavures qu'on ne dénonçait pas avant. Parce que avant, c'était monnaie courante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sous votre régime, l'UDPS au pouvoir, 41 ans après, on parle aussi des arrestations arbitraires, que ce soit des activistes des droits de l'homme, que ce soit des journalistes, les choses que combattaient hier les pères fondateurs, la liberté d'expression. Non, nous devons... Ils voulaient effectivement que la liberté d'expression soit une valeur. Nous devons être très honnêtes et même un peu sérieux. On parle même des cachots secrets aujourd'hui. Non, aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'il y a un cachot secret. Toutes les personnes qui ont été arrêtées, nous savons où les trouver. Et la plupart n'ont jamais été traduites devant leur juge naturel. Non, pour des cas précis, quelqu'un peut me dire que telle personne a été arrêtée arbitrairement et nous ne savons pas où il est, c'est faux. Nous connaissons que telle personne a été arrêtée pour tel motif, pour tel autre motif. Jimmy Kitenge aujourd'hui, Jimmy Kitenge par exemple, on dit non, nous savons là où il est. Nous savons là où il est. Et Manix, il n'est pas porté disparu. Tout comme Manix n'est pas porté disparu. Nous savons là où il est, là où ils sont. Au moins, nous savons que voilà, ils ont été arrêtés pour ça, pour ça. Ce n'est pas au nom de la liberté qu'on doit insulter la personne du chef de l'État. Ce n'est pas au nom de la liberté qu'on pense avoir tout le pouvoir parce que je suis libre et insulter ou toucher à la dignité humaine. Et alors, l'UDPS n'est... S'il vous plaît que je finisse. Président qu'il soit, mais il a droit à la dignité humaine. C'est un dieu. Il a droit à la dignité humaine. Je parle de la dignité humaine. Voilà.
Alors, Eddy Oumba, l'UDPS naît des cendres de la dictature. L'UDPS qui évolue au cours des temps et contre vents et marées. Et l'UDPS qui accède au pouvoir. Mais vous avez aussi apparemment un esprit encore résistant. Que vous-même, en gérant, vous êtes résistant avec vous-même. Non, bon, 41 ans après, il faut aussi quoi pour vous? Non, en fait, il faut vous réactiver. Non, non, nous ne sommes pas exigeants et résistants, mais nous sommes plutôt trop exigeants. Parce que nous ne voulons pas, évidemment, retrouver des choses que nous avons décrites hier dans notre quotidien, dans notre gestion. C'est là le plus grand problème que nous avons. Et vous savez qu'aujourd'hui, depuis que l'UDPS est au pouvoir, nous avons connu plusieurs adhésions. Il y a des gens qui sont venus, et l'UDPS étant un parti national... Nous avons connu beaucoup de départs. Voilà, beaucoup de départs, évidemment, mais il y a beaucoup d'adhésions. Et surtout l'UDPS caractérisé par les auto-exclusions. Non, auto-exclusion, nous constatons. Si quelqu'un part, en tout cas, nous allons constater. Et nous sommes un parti vraiment démocratique en ce sens-là. Nous ne forçons pas l'adhésion, ni encore le départ de qui que ce soit. Alors, mais nous nous rendons seulement compte que telle personne n'est plus avec nous. Et nous prenons acte, tout simplement. Alors, nous allons devoir boucler avec vous cette première thématique, Eddy Oumba, tout en rappelant, c'est là qui vient de se joindre à nous, que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa. Est-ce qu'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, Frédéric Kibassa Maliba, qui ressuscitait, allait-il être fier aujourd'hui de la gouvernance du pays par l'un de leurs fils, Félix Tshisekedi? Je crois qu'ils seront tellement fiers parce que déjà, le résultat du fait que Félix Tshisekedi, fils UDPSien, ait le commande de ce pays aujourd'hui, c'est le fruit du combat de nos pères. Ça sera déjà un pari gagné. Aujourd'hui, comment nous animons cela? Nous animons, il anime le pays, il gère le pays avec les mêmes personnes qu'il a trouvées au pouvoir. C'est vrai qu'il trouve des résistances, il trouve des personnes qui ont leurs agendas, qui ne vont pas dans la même vision que lui. C'est toujours un problème qui se pose, mais sur le plan général, il y a des avancées, des grandes avancées, du point de vue de la reconstruction sur les infrastructures, l'éducation, la santé. Il y a vraiment de grandes avancées qui, évidemment, même si aujourd'hui on n'est pas encore arrivé à remplir l'assiette ou le panier de la ménagère, mais sur le plan infrastructure, santé, éducation, il y a vraiment des grandes avancées qui, évidemment, ne sont pas encore suffisantes. Mais il y a des très grandes avancées. Mais tout en reconnaissant que le progrès social reste encore une longue bataille. Tout à fait. Un grand défi devant vous. Ça, je l'ai souligné. 41 après. Ça, je l'ai souligné. Tant que le pays est encore sur la phase d'importer ce que nous devons manger, ça restera toujours un problème. Donc nous devons être à mesure de produire ce que nous consommons. Et puis ça sera fini. Parce si jamais il n'y aura pas de deuxième mandat. S'il vous plaît. Parce que nous sommes jusque-là, notre pays est dans une économie un tout petit peu extraverti, c'est-à-dire nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Donc nous devons être à mesure de produire ce que nous consommons. Et voilà, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. Alors, pour boucler la boucle, vous estimez qu'aujourd'hui, le grand défi reste le progrès social, et pendant les 41 ans qui intervient pendant une année électoraliste, ça veut dire qu'un deuxième mandat vous fait mal à la tête? Pas du tout. Le deuxième mandat ne nous fait pas mal à la tête. De Félix Tshisekedi, non, pas du tout. Ça ne fait pas mal à la tête, mais seulement, je ne voudrais pas me mettre sur la voie de minimiser ceux-là qui seront en face de nous. Mais pour ce qui me concerne, je ne vois pas qui des candidats ferait face à Tshisekedi. Loin de là de minimiser les adversaires de Tshisekedi en 2023, je ne vois pas qui, ou encore quelle est cette population-là qui accepterait encore pour l'instant de mettre Tshisekedi à l'écart, cependant qu'avec toutes ces réalisations, aujourd'hui, en parlant des réalisations, avec le programme de développement des 145 territoires, pour ne parler que de Nord Kivu, il y avait dans un territoire où on devait construire 48 écoles. Aujourd'hui, non, ils en ont déjà construit 41 écoles. Donc ce sont des grandes réalisations. Dans des coins qui étaient presque abandonnés et des bastions de rebelles. Aujourd'hui, on en a construit 41 écoles, donc c'est déjà une avancée. Donc, pour ne citer que ça. Et dans d'autres coins, ce sont des très grandes réalisations. Donc, je ne vois pas cette population venir dire que Tshisekedi n'a rien fait. Et toutes ces personnes qui disent que Tshisekedi n'a rien fait, entre guillemets, ils devraient être modestes. Et alors, nos amis que nous avons
Nous avons chassé du pouvoir. J'aimerais utiliser ce terme. Nos amis que nous avons chassés. Non, il y a eu pouvoir, passation pacifique et civilisée du pouvoir. Non, ils sont partis. Acceptez quand même que dans un pays africain comme la RDC, un militaire passe un pouvoir civilisé à un civil. Maintenant, vos propos me permettent de faire le pont de réalisation. Vous croyez que Félix Tshisekedi pourra certainement briguer un deuxième mandat, selon vous, pour cette fois-là réaliser le progrès social, ce qui a été le rêve de père fondateur de l'UDPS. Alors, les 41 ans de l'UDPS qui coïncident finalement avec les 2 ans de Sama Lukonde qui avait bénéficié de la confiance du chef de l'État en le nommant Premier ministre de 15 février 2021, 15 février 2023, 2 ans pratiquement. Sama Lukonde, que dire de l'homme? Un homme très confiant. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut. Il y a des très grandes réalisations. Aujourd'hui, si on peut parler de la stabilité, de la gratuité de l'éducation de base, c'est sous son leadership. Et aujourd'hui, si nous pouvons parler de lancement de certains parcs agricoles, c'est sous son leadership. Si nous pouvons parler de construction de certains ports, c'est sous son leadership. Aujourd'hui, on peut encore parler de la raffinerie d'or qui est au sud Kivu, c'est sous son leadership. Donc, il y a plusieurs réalisations. Et la fois passée, j'ai parlé qu'on n'est pas encore à l'heure du bilan. L'heure du bilan sera là. Nous allons détaler les bilans secteur par secteur. Alors, aujourd'hui, que retenir sur le plan social? Coup de chapeau. 2 ans d'un gouvernement chapeauté par Jean-Michel Sama Lukonde. Sur le plan social, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été boosté et qu'aujourd'hui, un Congolais peut se dire le transport en commun, oui, le panier de la ménagère, oui, la gratuité, l'enseignement, un professeur d'université peut dire oui, un médecin peut dire en tout cas le gars a bataillé dur, ou encore ce sont des réalisations qu'il faudra forcer les gens à croire que c'est fait. Non, pas besoin de forcer quelqu'un à croire, parce que moi je vais me dire à un enseignant aujourd'hui, je parle de l'enseignant de l'école primaire et du secondaire, n'a pas besoin qu'on le force parce qu'il sait qu'avant il partait à la banque, il touchait 195 000, aujourd'hui il est à 400 000, même si ce n'est pas suffisant, là j'essaie d'insister, ce n'est pas suffisant. Un voyage de 1000 km commence toujours par un pas, même si ce n'est pas suffisant, mais il y a des avancées, il y a cette volonté de faire mieux. Et du camp des militaires également, il y a des militaires qui n'est touché que 70 000, aujourd'hui le moins gradé est à 250 000 ou 275 000 si je ne m'abuse. Donc il y a des avancées, quoique insuffisant, je l'insiste, mais c'est toujours des avancées et cet argent-là impacte toujours sur la vie sociale. En parlant de la gratuité de l'enseignement, ces parents-là qui paient de l'argent pour son enfant ou pour ses 2 enfants à l'école primaire, il sait prendre cet argent-là et affecter à d'autres besoins de la maison. Donc du coup, ça impacte aussi sur la vie sociale, ça impacte même sur les paniers de la ménagère. Les infrastructures. Même si cela, mais les infrastructures, j'ai parlé de la construction de certaines écoles et même de la réhabilitation de certaines écoles, réhabilitation de certaines routes d'ailleurs. Parce que quand on construit une route aujourd'hui, il ne faut pas seulement voir les sociales, panier de la ménagère. Mais si je vois une route, voilà, si on débouche une route, on asphalte une route ou encore on aménage une route, ça permettra à certaines personnes d'évacuer des nourritures ou encore des produits maraîchers qu'ils ont produits. Donc, en gros, il y a des avancées, quoique pas insuffisantes, ça j'insiste, il y a des avancées. Et coup de chapeau à Sama Lukonde parce qu'il est en train de travailler. Et nous lui demandons en tant que population, en tant que des gens qui vivent à proximité de ces Congolais qui, à un moment donné, manquent même du pain le matin, que messieurs, le Premier ministre, toi qui es notre papa de la République, il y a encore de Congolais qui ont besoin, ne fût-ce que d'un pain, et on doit combler ce besoin-là. Voilà. Eddy Bouyaoumba, cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes l'invité de ce magazine. Sama Lukonde, le Premier ministre, il a vanté un peu son bilan mi-parcours. Mais l'homme a estimé que le parcours, le chemin à parcourir était encore si long. Mais il a quand même vanté que c'était un bilan flatteur, positif. Il parle de la maximisation de recettes, il parle de l'augmentation de réserves de change à la Banque centrale du Congo, il parle plutôt du réajustement à la hausse du traitement des fonctionnaires de l'État. Ça vous dit vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a
qu'on a fait une augmentation depuis la nuit des temps, qu'on a fait une augmentation de 30% des salaires des fonctionnaires de l'État. Même si je n'ai pas souligné cela, c'est tout à fait une vérité. La réserve de change, c'est vrai que nous sommes partis de, je crois que c'était de 500 millions. 500 millions, là on est à presque à 3,5 milliards comme réserve de change. Donc ce sont des avancées. En parlant du budget, là nous sommes presque à un budget de 16 millions. Mais alors, Donc, il y a des avancées. Bon, d'ailleurs, moi j'ose croire que si on n'était pas vraiment poignardé par cette guerre qui nous fouette, qui nous a pris de plein fouet. C'est qui vous donne un argument. Non, ce n'est pas un argument. Moi, ça n'engage que moi. Ça vous aide au béquille. Non, ça n'engage que moi. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je crois qu'avec cette volonté politique que le chef de l'État a, on serait peut-être avancé d'un ou de deux ou de trois pas par rapport à la détermination que nous avons de rendre ces pays aussi heureux. Parce que nous sommes suffisamment riches, nul ne l'ignore, et nous voulons que ces peuples meurtris pendant plusieurs années bénéficient de ses propres richesses. Voilà, alors, 2 ans de Sama Condé, nommé comme Premier ministre, c'était un certain le 15 février 2021, par ordonnance présidentielle. Les grands défis, les élections, l'instauration ou le retour de la paix durable dans la partie Est, un échec? Non, ce n'est pas un échec. Moi, je crois même que ce qui a encore dévoilé la position du Rwanda, c'est par rapport à la détermination. Non, c'est par rapport à la détermination du président Félix Tshisekedi. Coup de chapeau en passant, parce que lui, il a dit, il va mettre fin à cette farce et à cette magouille et à cette moquerie internationale. Parce qu'on ne peut pas prétendre que les M23 viendraient venir, cependant qu'il a été éradiqué en 2013. Moi, quand j'y pense comme une personne normale, je ne vois pas l'anéantissement du M23 en 2013 et 10 ans après ou encore 9 ans après les mêmes M23 revenir. Est-ce que ce sont les enfants qui sont restés en 2013, qui ont maintenant 10 ans aujourd'hui, 13 ans aujourd'hui, qui ont repris les armes pour venger la mort de leurs parents? Je crois que non. Et ça me pousse à aller plus loin. Est-ce que ce ne sont pas des accords avec les pouvoirs passés? Ce ne sont pas des accords avec les pouvoirs passés qui disent non, ne faites plus ça, retirez-vous, mettez-vous dans tel coin pour faire ceci, Bobetassou, Massa Cité et tout. Et aujourd'hui, ils estiment que leurs intérêts ne sont plus garantis et ils refont encore surface. Moi, je crois que nous devons arrêter avec cette farce. Le pays, le Congo, appartient aux Congolais et les richesses congolaises appartiennent aux Congolais. Et c'est non négociable. Ceux-là qui veulent venir bénéficier de nos richesses, ils doivent venir en toute sincérité et nous devons conclure des contrats ou des partenariats gagnant-gagnant. Tu ne peux pas venir prendre des richesses chez moi et tu pars et tu endeuilles mon pays. Mais alors, lorsque vous croyez que, selon vos propos, ce serait quelque chose qui sera résolu d'ici, mais ce qui serait effectivement une épine sous le pied du gouvernement de Sama Condé pour ces 2 ans, ce qui sera... Autrement dit, un fiasco, en fait. Non, ce n'est pas un fiasco, mais... L'échec de la diplomatie. Il y a des avancées. Parce qu'il n'y a pas retour de la paix. Le retour de la paix, ça veut dire qu'on ne veut pas parler de groupes armés, non plus du mouvement terroriste du M23. S'il vous plaît, il y a un problème que nous devons tous comprendre. Lequel? Le problème est que c'est vrai que Tshisekedi avait privilégié d'abord la voie de la diplomatie, c'est-à-dire les dialogues avec des partenaires ou encore des gens qui sont concernés, entre autres les groupes armés, et même les terroristes. Mais seulement, il y a eu des accords conclus, mais seulement, ils n'ont pas voulu effectivement mettre en application les accords ou encore la feuille de route qui a été conclue. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, ce sont des gens qui n'ont pas besoin tout simplement de parler ou encore de se retirer. Ils veulent plutôt venir envahir notre pays, endeuiller notre pays, nous ravir des terres et réduire en esclavage notre pays. Et ça, en tant que Congolais, nous nous inscrivons en faux. S'il faut qu'on extermine même les tout derniers des Congolais pour céder ces terres à ce genre de Tutsis, alors nous sommes prêts à tous mourir pour qu'ils viennent prendre ces pays. Mais entre-temps, faisons le bilan de Sama Condé de 2 ans. Bref, sincérité oblige. C'est un fiasco, un échec. Non, ce n'est pas un fiasco. Les M23 sont en train de périr, sérieusement.
Au Rwanda, on enterre tous les jours. Mais est-ce que c'est le retour de la paix durable? C'est le retour de la paix. S'il faut que nous devons utiliser la voie des armes, c'est le retour de la paix. Face à la population qui vous écoute, lorsque vous parlez du retour de la paix, et qu'il y a encore aujourd'hui des Congolais qui meurent et certaines zones sous contrôle du M23. C'est un processus. Et alors, la guerre, il ne faudra pas tout de suite conclure qu'il y a un retour de la paix durable. On nous a imposé cette guerre et nos voyants militaires, nos voyants soldats qui tombent là-bas, ils ne vont pas tomber là-bas pour le simple plaisir. Ils vont là-bas pour se battre afin de mettre tous ces ennemis hors d'état de nuit et les mettre en dehors de nos frontières afin que nos populations vivent en paix. Nous allons revenir sur cela parce que c'est la dernière thématique, la troisième. Mais restons un peu sur la deuxième thématique, le désordre de Jean-Michel Sama Lukonde. Une autre épine sous son pied, ce sont les élections. Il avait garanti les élections dans le délai constitutionnel, mettre le moyen, mais apparemment les choses boitent. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire, qu'il n'y aura pas élection. Déjà, il y a la deuxième zone qui a déjà commencé les élections. Et je crois d'ici l'enrôlement, excusez-moi. Je crois à partir du 24 février, on va lancer la troisième ère opérationnelle. Donc, nous sommes dans les calendriers et nous avançons progressivement. Donc, je ne vois pas en quoi ces élections ne seront pas tenues, ne vont pas se tenir en décembre. Donc, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes dans le bon. Et je crois qu'au mois de décembre, nous aurons des élections. Vous êtes dans le bon. Pendant ce temps, on crie d'ici là des irrégularités, de ratés dans l'opération d'enrôlement. On parle même à Massima Nimba de 300 cartes d'électeurs vierges détenues par un individu. Déjà la fraude, ça sent mauvais. Ça sent mauvais les élections 2023. Monsieur Kamanga, moi je crois déjà que quand vous avez des cartes d'électeurs vierges, c'est un non-événement. Et comment l'a-t-il produit, ces messieurs-là? S'il vous plaît. Ces messieurs-là, je ne connais pas par où il a trouvé ça, mais une carte n'est valide que lorsqu'elle a des coordonnées d'une personne. Elle devient valide. Mais tout comme il faut aller remplir. C'est comme une fiche vide. Une fiche vide qui n'a aucune identité, c'est comme un passeport. Un passeport qui est un papier vide, qui n'a aucune identité. Même si tu en as 10, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas voyager avec ces passeports. C'est vrai que c'est une irrégularité, à ne pas encourager, mais aujourd'hui, crier à la fraude avec une carte vierge, si je peux le dire, en tout cas, soyons un peu sérieux. Et alors, la personne avec qui on a trouvé ces cartes, on peut l'interpeller. Nous avons des services de sécurité, nous avons des services de renseignement qui peuvent carrément interpeller les messieurs et nous dire s'il est agent de la CENI et où a-t-il trouvé cela et qu'est-ce qu'il veut en faire. Mais est-ce que ce sont des faits? Est-ce que ce sont des faits à minimiser? De lors que même depuis les débuts de la première ère opérationnelle à Kinshasa et d'autres provinces, il a été décrié d'un certain dysfonctionnement des machines, des agents de la CENI qui monnaient à la limite l'accès dans des centres. À la limite, certains pessimistes parlaient même des centres fictifs. Nul n'ignore. Est-ce que ce ne sont pas des choses à prendre en compte pour parfaire nous prenons cela en compte et je crois que la CENI, en tant qu'organe technique, organe spécialisé des élections, tient tout cela en compte. Mais nous devons savoir que notre République, d'abord notre pays, dans tout le coin, on n'a pas encore du courant. Et je crois que les différents problèmes qu'on a épinglés dans différents coins, c'était que non, des machines sont là, ils sont déchargés. Pour aller les charger, il faut aller à un village à 10 km, à 18 km. Ça, c'est un problème majeur, un problème réel que le gouvernement devrait prendre en compte. Soit il faut déployer des groupes électrogènes avec du carburant pour permettre à ces opérateurs de charger leurs batteries et afin d'enrôler. Et encore qu'on a donné qu'un mois pour l'enrôlement, moi je trouve que c'est un peu insuffisant parce que dans les années passées, on avait donné un délai de 2 mois, je crois. À Kinshasa, c'était 2 mois pour l'enrôlement et on avait enrôlé. Bon. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait cette fois. Ils ont donné 1 mois, ils ont aussi prolongé, je crois, de 3 semaines. C'est déjà presque 2 mois, nous sommes dans le bon. Mais nous ne devons pas ignorer que nous avons un problème de courant. Et la CENI, en tant que technicien, en tant que l'organe technique, doit tenir compte de ça. Mais parce que s'il y a des réclamations... Ça veut dire que l'étude de faisabilité n'a pas été bien faite. Non, l'œuvre humaine... Avant même de commander ces machines. Nous devons savoir que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a toujours de petits problèmes. C'est avec ces critiques qu'on s'améliore toujours. Mais cela ne met pas en cause tous les processus électoraux. Et vous croyez en cet atterrissage en douceur des élections?
Moi, j'y crois et je reste positif par rapport à cela. Parce que nous avons déjà opté dans notre pays, avec notre jeune démocratie, que c'est l'unique voie d'accession au pouvoir. Nous devons privilégier, notre jeune démocratie. Nous devons mettre tout en place pour que cette démocratie, les acquis de la démocratie soient pérennisés. En tout cas, c'est notre devoir. Mais est-ce que vous n'êtes pas tenté de donner raison à cette frange de l'opposition qui estime que ce cycle électoral risquerait d'être le pire ou un recommencement de tous les cycles déjà organisés en RDC? Bon, l'opposition fait son rôle. L'opposition, nulle part dans le monde, on verra l'opposition nager dans les mêmes courants que les gens qui sont au pouvoir. Non, l'opposition fait son rôle. Il cherche quel est les mobiles de faire l'actualité, qu'est-ce qu'il faut critiquer, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai vu certains opposants critiquer les processus électoraux, excusez-moi. Mais c'est pendant qu'ils sont partis chercher la carte. Mais nous devons quand même comprendre une chose, que la CENI, qui est l'organe technique des élections, n'est pas là pour le pouvoir. La CENI est là pour le pays. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé l'organe d'appui à la démocratie. C'est cette CENI-là qui nous permet de continuer en tant qu'organe technique des élections, organe d'appui à la démocratie, qui permet d'organiser ces élections et mettre en place. D'ailleurs, moi je crois même que dans la composition de la CENI, il y a une composition, il y a quelques représentants de partis politiques qu'on envoie à la CENI. De l'opposition. Voilà, de l'opposition et tout, je crois. Il y a Manara, il y a Matebo. Voilà, c'était ça même l'objectif, pour essayer de mettre en confiance toutes les parties composantes, toutes les parties qui vont participer. Voilà. Décrit autrefois que vous avez procédé à un débauchage. Le débauchage, ce n'est pas un terme qui a commencé aujourd'hui. Le débauchage a commencé depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est écrit au débauchage, je dirais tout simplement que... Ce sont les mêmes pratiques. Non, pas les mêmes pratiques. Je dirais tout simplement que l'opposition joue son rôle et il essaie tout simplement de discréditer le processus électoral pour avoir raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont-elles prêtes pour aller aux élections? Non, je ne peux pas répondre. Que ce soit la majorité, que ce soit... Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à la place des autres. En ce qui nous concerne, à l'Union sacrée. Nous sommes prêts. L'UDPS Kibasa est prêt pour les élections et nous nous battons d'arrache-pied, jour et nuit. Réfléchissons comment rafler les sièges à tous les niveaux. Et pour ce qui nous concerne, et à la présidence, vous soutenez... À la présidence, nous soutenons notre fils maison qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous croyons, et je le confirme, qu'il a droit à un deuxième mandat. Et ça, c'est indiscutable. Mais seulement, je réitère encore en disant que notre grand combat, c'est de savoir garder le pouvoir après. La conservation pose problème. Voilà, après les 10 ans de Fachi. C'est là notre combat. Parce que le deuxième mandat, c'est déjà un acquis. C'est indiscutable. Ce n'est pas de l'arrogance? Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est de l'orgueil? Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de l'assurance. Eddie Mbouyaoumba, cadre de l'UDPS Kibasa, nous allons devoir aborder la dernière thématique, la troisième. Agression de la RDC par le Rwanda. Vous y étiez déjà, mais je vous permets encore d'ouvrir la brèche avec vous pour aller un peu plus loin. Il y a eu des condamnations, plutôt, il y a eu des dénonciations de la part du gouvernement congolais. Le chef de l'État, partout où il est passé, il a pointé du doigt accusateur le Rwanda qui s'est greffé derrière le M23 pour agresser la RDC. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette voix-là du chef de l'État a été entendue? Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à un éveil patriotique terrible dans notre pays d'abord. Aujourd'hui, tout jeunes, et même nos enfants, ils disent que le Rwandais n'est pas notre ami. C'est déjà un pari gagné de notre côté. Et je crois que dans l'avenir, on ne sera plus confronté à ces genres d'infiltration que notre pouvoir passé a facilité. J'aimerais un peu rappeler une petite anecdote à nos compatriotes que Kabila, quand il venait avec l'AFDEL, il n'était que porte-parole de l'AFDEL, Kabila le père. Mais arrivé ici à Lubumbashi, on l'apprendra que voilà, Bouguera était déjà à Kinshasa. Et la mission, c'était qu'il se prononce président de la République. Alors il a court-circuité cela en s'autoproclamant président de la République à partir de Lubumbashi. Et c'est là qu'il avait signé son arrêt de mort.
Donc, chers Congolais, nous devons comprendre que ce pays, la RDC, est convoité par le voisin, le Rwanda. Alors. Et quand le fils est venu, excusez-moi, qui a facilité ce que Kabila le père avait contrecarré, en quoi faisant? En acceptant ce qu'on appelle les brassages, l'intégration, les mixages, tous ces grands généraux, tous ils se sont retrouvés dans notre armée qui est l'infanterie. Et aujourd'hui, ça posait des problèmes, même dans l'armée. Heureusement, l'unique armée qui n'est pas infiltrée, c'est le GR, sur qui nous posons tous nos espoirs aujourd'hui, qui peut éradiquer cette guerre. Mais nous disons maintenant à la population congolaise que cette guerre n'a pas des dimensions que nous voyons. Parce que je peux encore rappeler une anecdote que l'Argentine, c'est un pays noir, comme l'Équateur. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'Argentine, c'est un pays totalement blanchi. Donc ils ont procédé à une extermination de la race noire, chose qui risque d'arriver ici au Congo si nous ne nous lèvons pas. Donc le Congo, c'est l'unique patrimoine que Dieu nous a donné. Et quand le Rwandais tue le Congolais, il ne voit pas que tel c'est un Luba, tel c'est un Mukongo, tel c'est un Mungala, tel c'est un Moussaïd. Il voit les Congolais à détruire. Alors, donc nous devons, s'il vous plaît, laissez-moi finir, nous devons tous nous mettre d'accord, nous unir pour éradiquer cette agression et terminer cette guerre. Parce que le premier agent de renseignement des services de sécurité, c'est la population. Et le lobbying de Fathi aujourd'hui a payé. Pourquoi? Parce que la communauté internationale est capable de dire... Mais elle n'a pas condamné, pas pris des sanctions contre le Rwanda. Non, parce que ce sont eux des parents. Ce sont eux des parents. Et à on ne peut plus se voiler la face. vous vous attendez? Non, c'est encore... Non, un parrain, écoutez, vous accusez son fils chez lui. Non, nous voulons... Vous attendre à quoi? Nous voulons aujourd'hui, avec la levée de la notification d'achat d'armes, nous sommes prêts à frapper. Mais il ne faudrait pas que quand nous allons frapper, qu'on dise que voilà, on veut exterminer la minorité. Même si aujourd'hui la communauté internationale condamne le Rwanda, interdisant l'appui de Rwandais au M23. Et de l'autre côté, ils disent que la RDC doit arrêter de collaborer avec les FDLR. Les FDLR, nous avons le droit, s'il vous plaît, nous avons le droit de collaborer avec les FDLR parce que les FDLR se trouvent sur le sol congolais. Le Rwanda aussi a le droit de collaborer, de soutenir le M23. Le Rwanda n'a pas les droits. Parce que le M23 est sur le sol congolais. Non, le Rwanda n'a pas les droits de soutenir le M23 parce que le M23 ne se trouve pas sur le sol rwandais. Donc il y a une nuance. Ça veut dire la communauté internationale demande à la RDC... S'il vous plaît, nous devons réfléchir autrement. Nous devons comprendre que tous les groupes armés, et d'ailleurs c'est des bons cœurs et des bonnes foi que nous gardons les FDLR ici chez nous, ils ne sont pas congolais. Ce sont des terres purement congolaises et exclusivement congolaises. Les M23, les FDLR, ce sont des Hutus qui sont rwandais, ils ont des terres chez eux au Rwanda. Et ça, c'est la tyrannie de Kagame. Et si par hospitalité, nous disons que, ok, venez, restez telle part, ce n'est pas leur espace. Et Kagame dit le Kagame n'a pas le droit de les poursuivre. Bon, Kagame, s'il vient ici chez nous, alors qu'il vient prendre ses frères, alors il était même de notre droit de chasser les FDLR, aller vous battre chez vous au Rwanda. Au nom de la paix, nous avons dit rester là-bas. Et eux, ils pensent que nous ne pouvons pas le faire. Alors, pour nous... Aujourd'hui, si les FDLR se décident de rentrer chez eux, ils partiront. Et ce n'est pas Kagame qui va s'opposer. Alors, Eddy Mbouyaoumba, aujourd'hui, autrefois c'était... les Nations Unies qui a appelé les deux parties, la RDC et le Rwanda, l'a retenu à privilégier le dialogue. Plus tard que ce mardi, c'était le Parlement européen qui emboîte le pas et demande la RDC et le Rwanda à dialoguer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il faudrait encore aujourd'hui compter sur le dialogue comme une sortie de cette crise dans la région de Grand Lac opposant les deux États, la RDC et le Rwanda? Nous allons dialoguer quand nous allons frapper les M23, les pourchasser jusqu'au Rwanda, et c'est à ce moment-là que nous allons dialoguer. Mais entre-temps, on peut encore poursuivre. On peut encore poursuivre avec le processus de Nairobi et de Luanda. Pour ce qui nous concerne, je ne peux pas accepter que tu entres dans ma maison, tu tues 2 fils, 3, 4, et quand j'essaierai à me défendre, et toi tu viens dire que non, vous devez dialoguer, c'est pendant que j'ai déjà enterré 4 enfants. Et là, ça ne marche pas. Et entre-temps, on poursuit le processus de paix. De Nairobi et la feuille de route de Luanda. Ici, le processus de paix peut être enclenché ou être poursuivi, mais dans l'entretemps, c'est non négociable. Les seuls Congolais appartiennent aux Congolais et ils doivent déguerpir et vite fait. Alors, pour conclure avec vous, un dernier mot. Un dernier mot, nous disons que, chers Congolais, chers compatriotes, nous devons comprendre que l'heure est grave. Le petit Rwanda
convoite le Grand Congo. Et nous devons comprendre une chose, de la même manière que le Rwandais est capable d'inculquer au petit Rwandais qui naît aujourd'hui que le Congolais est son ennemi, et nous devrions tous emboîter ses pas. Nous avons accepté que le Rwandais était nos frères africains, mais oui, frère africain, on ne peut pas le nier, mais c'est un frère ennemi. Et on ne peut même plus lui accorder de l'espace de confiance, encore moins de l'amitié, parce que ce sont des gens très rusés qui ne voient que la destruction du Congolais, l'envahissement de notre territoire. Pour preuve, il y a eu même certains pasteurs qui prêchaient en disant que le Rwanda sera le troisième peuple à qui Dieu a donné une nouvelle terre, une terre étrangère, comme c'était le cas avec Israël, à qui Dieu avait donné Canaan. Donc comprenez déjà que cette guerre est au-delà de ce que nous pensons, et c'est même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc lèvons-nous, chers jeunes, pour protéger notre terre, la terre que Dieu nous a donnée, la terre que nous ont léguée les ancêtres, car si nous perdons cette terre, nos enfants seront réduits en esclavage. Et ça, j'en appelle à l'éveil patriotique de toute la jeunesse, parce que la jeunesse, quand la jeunesse s'élève, le pays s'élève. Mais un pays sans jeunesse, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Merci beaucoup, Eddy Mbouyaoumba. Merci, M. Kamanga. Merci d'être venu, tout en rappelant que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa. Merci, M. Kamanga. C'est la fin de ce magazine direct au Grand Débat. Le prochain invité sur vous. Mais entre-temps, à chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes.